Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'épidémie à Marseille? Écoutez, pour l'instant, les choses vont bien, c'est-à-dire que à l'assistance publique, il y a maintenant moins de 100 personnes hospitalisées entre réanimation et l'IHU. Tous les patients hors réanimation sont maintenant chez nous dans l'IHU. Il reste 43 personnes en réanimation, donc pour l'instant, les choses vont bien, il n'y a pas de drame à avoir. On a beaucoup plus de gens qui se font tester, mais je pense que c'est la conjoncture qui fait ça. Les gens vont partir à la neige, les gens vont partir à l'étranger, donc ils se font plus tester. Mais globalement, on n'a pas plus de cas. On est sur un plateau très bas qui est entre 30 et 40 nouveaux cas détectés par jour. Ce qui est loin des pics que l'on a eu à un moment, puisque à un moment, on avait 400 cas détectés par jour. Hein, donc les choses sont en train de s'améliorer très progressivement. Et donc pour cet épisode, on a l'impression qu'on arrive à la fin de cet épisode. Comment se fait-il qu'il y ait eu en France et en Europe occidentale un deuxième épisode de l'épidémie et est-ce qu'on sait s'il va y en avoir un troisième, un quatrième, encore d'autres? Comme je le dis depuis le départ, on ne peut pas deviner ce que va devenir. Déjà, sur les maladies qu'on connaît, on n'arrive pas à prédire, mais les maladies qu'on ne connaît pas, je vous assure qu'il ne faut pas que vous croyiez ceux qui pensent savoir. Et ce qui s'est passé là, personne ne l'avait prévu du tout. Personne ne pouvait le prévoir. Ces virus, qui sont des virus qui ont des capacités de mutation extraordinaires, comme tous les virus ARN, ont non seulement cette capacité, mais ils ont aussi la capacité d'infecter d'autres animaux. Alors, parfois ça nous est utile parce que ça peut faire un modèle expérimental comme le furet ou le singe. Parfois c'est pas très utile parce que dans les communautés animales, et en particulier de mammifères très denses, si le virus donne une épidémie, on appelle ça une épizootie, une épidémie chez les animaux, eh bien ça peut aller très vite et donc les mutations peuvent s'accumuler et on peut voir émerger un nouveau mutant qui va venir nous infecter et créer une deuxième épidémie qui revient d'une autre source que celle que nous avions jusque-là et donc qui crée une deuxième épidémie et pas une deuxième vague de la même épidémie. Donc ce qui s'est passé, ce qu'on voit sur cette image-là, plutôt que de dire il y a pas de... Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de variant, c'est les gens qui ne font pas de génome. Ceux qui font du génome, ils trouvent tous des variants. 100%. D'accord? Dans cet épisode, c'est que des nouveaux variants. Et donc vous voyez ici, en fonction des pays, voilà, quels sont les variants qui se sont développés et quels sont ceux qui sont arrivés. On n'a pas les mêmes en Espagne, en France, en Angleterre. Et je vais essayer de vous expliquer, dans un certain nombre de cas, ce que nous avons compris pour l'instant. Ce que nous voyons, nous, en France, c'est, vous voyez, en juin, s'est passé quelque chose. Cette épidémie qui a duré 1 mois est une épidémie qui est venue d'Afrique du Nord. Le génotype, le virus avait muté en Afrique occidentale. Ça a commencé Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire. Il est passé dans le Maghreb et il est arrivé en France. Et on a la preuve de ça parce que les gens qui ont transmis ça ici sont venus par bateau du Maghreb. Donc on sait exactement qui c'est. Il y a eu des marins, d'ailleurs, du même bateau qui ont été contaminés. Mais c'est un virus qui n'a pas été méchant, c'est très très peu de cas sévères, et qui ne s'est pas implanté, il a disparu. Et à notre connaissance, il n'est pas sorti de la zone autour de Marseille. Il ne s'est pas répandu partout ailleurs. Donc c'est une forme avortive d'un variant qui a été transporté quand on a rouvert les frontières, ce qui est normal. Et puis il s'est passé ça, cette énorme vague-là, qui elle a été beaucoup plus importante, qui elle a donné beaucoup de cas, et qui a donné des cas qui sont aussi sévères que ceux que nous avions vus pendant la première épidémie, et qu'on a appelé le variant 4. Alors, ce variant 4, d'où il vient et qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Ce variant 4, les premiers, c'est pas par hasard, hein, vous voyez ici, ce sont les génomes qui ont été faits en France. Et donc nous, dans cette deuxième épidémie, on a été les premiers à faire des génomes. Donc on a été les premiers à avoir des variants. Et vous voyez qu'on a fait plus de génomes que les autres. Et donc les premiers variants du variant 4 sont apparus en Occitanie, et ici, la région sud, et à peu près en même temps au Danemark. Donc
les premiers cas, dans les 6 premiers cas, il y en a 5 qui viennent du sud de la France et un qui vient du Danemark. Et le Danemark, ça pose une question, et ça pose une question extrêmement complexe, qui est celle-là. C'est que le Danemark est le pays dans lequel il y a le plus d'élevage de visons. Le vison, c'est comme le furet. Le furet, je vous rappelle, c'est le modèle expérimental de cette maladie. Et donc, chez le vison, il y a eu des épidémies épouvantables de virus variants. Ici, vous avez tous les génomes qui ont été séquencés à partir de visons du Danemark, et ici, en bleu, tous les génomes de visons qui ont été séquencés de Hollande. C'est juste à côté de nous. Hein. Et donc, il s'est répandu une épidémie, une épizootie chez les visons, qui a généré des génotypes différents. Et les gens qui s'occupaient des visons ont été malades. Donc le virus est passé de l'homme au vison, et il est passé du vison à l'homme. Pour l'instant, les cas qui ont été décrits au Danemark sont des cas sporadiques. Nous, dans l'état de ce que nous voyons sur le plan épidémiologique, on redoute que notre variant 4, qui a commencé par la France et le Danemark et qui a envahi ensuite toute l'Europe, mais qui est passé juste après à côté du Danemark, en Irlande, en Grande-Bretagne et puis ensuite en Europe, on redoute qu'il soit venu aussi des élevages de visons. On verra bien à un moment s'il y a des séquences qui ressemblent à ça, mais les racines profondes de ce que nous avons sur le variant 4 nous laissent penser que c'est probablement les visons. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. En France, il y a eu un élevage de visons qui a été atteint, dont les animaux ont été abattus. Il en reste 3. Il faut avoir une veille très très précise sur ces élevages de visons, parce que les visons, comme sont des mammifères qui vivent dans des conditions, quand ils sont élevés, dans des conditions de densité de population extrême, qui favorisent, toutes les épidémies sont favorisées par la densité d'une espèce animale unique dans un endroit restreint. Et donc, on connaît, chez les animaux sauvages, ce sont essentiellement les chauves-souris, parce qu'il peut y avoir parmi toutes les espèces de chauves-souris, des chauves-souris qui vivent à 10 000 ensemble, hein, ou 100 000 ensemble. Donc c'est des colonies absolument énormes. Et les visons, c'est la même chose. Là, rien qu'en Danemark, ils ont abattu 13 millions de visons. Donc c'est des populations énormes qu'il y a. Et c'est quand vous avez une épidémie là-dedans, la vitesse de changement des virus est considérable. C'est ce qu'on voit. D'ailleurs, à chaque fois que vous voyez une longue branche, ici, ça veut dire qu'il y a un mutant nouveau qui est apparu et qui est distant du mutant original. Et ça, c'est lié à la vitesse de circulation du virus. Plus le virus circule rapidement dans une population limitée et très dense, plus il évolue rapidement. Les mutations font partie de la vie des virus ARN. Tous les virus ARN mutent. Tous. Le virus du sida, le virus bien entendu, on appelle ça même des quasi-espèces. Le virus du sida, quand vous prélevez quelqu'un qui a un sida à une semaine d'intervalle, vous allez voir, s'il a encore du virus circulant, que ces virus circulants ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'il y avait une semaine avant. Ça ne veut pas dire que ces mutations vont être associées à plus de gravité. Parfois même, c'est associé à moins de gravité, mais ça entraîne des mutations permanentes. Donc pour l'instant, le seul problème vraiment qu'on connaisse, c'est que ça risque de poser des problèmes d'antigénicité, c'est-à-dire d'efficacité de la protection acquise par la maladie ou par un vaccin. Et donc ça, c'est une véritable question, c'est-à-dire que la surveillance de ces clones doit amener à avoir une réflexion sur la composition vaccinale qui doit intégrer plusieurs variants pour être sûr qu'on est bien capable de protéger les gens, puisque nous, par exemple, on a eu maintenant, 16 ou 18, on est en train de confirmer ça, personnes qui ont fait une maladie pendant la première période épidémique, en mars-avril, et qui ont fait une deuxième infection avec ce mutant 4, qui est celui-là, le bleu, qui est en train de sévir actuellement. D'accord ? Donc, l'infection naturelle par le premier ne protège pas contre le mutant 4, ce qui doit amener à réfléchir pour la réalisation d'un vaccin. Et concernant le traitement, où en est-on ? Il y a 3 choses. Il y a une bonne nouvelle, c'est que en Italie, le Conseil d'État a tranché en disant qu'on ne pouvait pas poursuivre quelqu'un parce qu'il donnait de l'oxychloroquine pour le traitement du Covid-19, ce qui fait que
il sera difficile de continuer à dire qu'on est des charlatans si on utilise l'hydroxychloroquine dans cette indication, alors que l'Italie reconnaît qu'il n'y a pas que ceci ne représente pas une faute susceptible d'être poursuivie. Donc ça éclaire un peu les choses. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que c'est une situation qui pour moi a été unique, si vous voulez, c'est qu'il y a maintenant, se développent maintenant des scientifiques d'autorité. C'est-à-dire il y a des gens qui ne sont pas des scientifiques. Si on regarde, moi je sais ce que c'est qu'un scientifique. J'ai présidé mon premier conseil scientifique en 1989. C'est pas très récent, c'était à Marseille. Puis ensuite j'ai présidé le conseil scientifique pour la médecine et la chirurgie au niveau du pays, au ministère de la Recherche, en 1993. On a une vraie idée de ce qu'est l'évaluation scientifique. C'est vas-y à faire ça. Et donc il y a des gens qui n'ont aucune production scientifique et qui vous disent, écoutez, ce que vous dites n'est pas scientifique, ou c'est du charlatanisme, ce que vous faites à nous, c'est ridicule. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont une autorité, que ce soit le Conseil de l'ordre, que ce soit les comités de protection des personnes. Là, on a envoyé une situation qui est un peu invraisemblable. L'État ne veut pas que l'on traite les sujets âgés, pour lesquels il y a 2 études spectaculaires qui montrent qu'on divise par 2 la mortalité dans les EHPAD avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Très bien. On nous dit, mais on n'accepte pas vos études, elles ne sont pas randomisées. Très bien. Donc moi j'ai appelé le ministère, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais écoutez, déposez encore une étude. Alors on dépose une étude, on reçoit une réponse du CPP, c'est carrément une lettre d'insulte, dans laquelle il dit que les 3 investigateurs principaux n'ont pas fait de recherche clinique. Et si vous regardez ce CPP, ils ont fait 3 publications à eux tous ensemble, et ils parlent de gens qui ont 250 publications de recherche médicale. Donc si vous voulez, il y a maintenant un espèce d'argument d'autorité que moi j'avais vu que dans les situations de fascistes. On croirait que c'est Ceausescu. Vous vous rendez compte, le type qui vous dit, mais vous n'êtes pas capable de faire ça, mais qui n'ont rien fait de scientifique de leur vie, qui sont capables de vous dire ça. C'est spectaculaire. Donc il faudra bien remettre en phase, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, les comités d'éthique pour voir ce qui est éthique, c'est-à-dire ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, et deuxièmement, de faire mesurer la capacité à analyser la science par nos pairs, c'est-à-dire les gens qui sont de notre niveau, qui comprennent au moins ce qu'on dit, puisqu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. On ne peut pas demander à des gens qui n'ont jamais fait de recherche d'évaluer la qualité ou la pertinence de la recherche des gens qui passent leur vie à faire de la recherche. On est là dans une décision d'autorité qui n'a pas lieu en science. Et ça, c'est un problème gravissime. Si ces gens ont le droit de nous empêcher de faire de la recherche médicale, et que l'on confie à des gens qui n'ont jamais fait de recherche médicale le droit de nous empêcher de faire de la recherche médicale, alors on est vraiment très très mal parti. Et ça s'applique en particulier, et c'est quelque chose qui est très inquiétant pour les pays occidentaux, sur toutes les molécules qui ne sont plus rentables. Et donc, ici, on a un collègue qui a présenté un CPP pour tester la doxycycline, qui est un médicament banal qu'on donne dans l'acné, qui s'est fait rejeter par son CPP. Il a proposé de faire, dans un autre contexte, de la chloroquine, il a été rejeté par son CPP, c'est-à-dire que toutes les propositions sur des molécules anciennes sont rejetées dans ce pays par des gens dont la formation scientifique n'est pas comparable à celle des demandeurs. Et donc, ça nécessite une réflexion de fond, qui est cette dérive de pouvoir des gens qui ont une expérience scientifique très modeste pour empêcher les gens de faire de la science. C'est quelque chose qui est quand même extraordinairement intéressant. D'accord ? C'est pareil pour la NSM, quand Dominique Marinaki donnait son avis, Dominique Marinaki est un grand scientifique qui a une très grande expérience de l'évaluation scientifique. Quand c'était Dominique Martin, il n'y a aucune expérience scientifique. C'est pas d'où ça sort, ça. C'est pas vrai. C'est des gens qui sont passés à travers les rites administratifs. Donc il faut faire attention de ne pas confondre les décisions d'autorité et les évaluations scientifiques, parce que ce n'est pas de même nature. Et pour en revenir aux évaluations scientifiques, donc sur l'autorité, très bien, au moins les autorités italiennes, on verra ce que diront les autorités françaises,
sont revenus à des raisonnements de base. Et ça, c'est pas nous qui faisons ça, hein, c'est un site que vous pouvez consulter. C'est quelqu'un qui a analysé 169 publications qui sont actuellement disponibles online en mettant toutes les références, donc que tout le monde peut vérifier pour voir ce que sont les résultats de l'hydroxychloroquine. Il note très nettement que l'Amérique est très franchement hostile et que presque tout ce qui ne marche pas se passe en Amérique, pour des raisons qui sont probablement des raisons de confusion avec d'autres stratégies thérapeutiques. Mais si vous regardez le nombre de traitements qui ont évalué, le traitement précoce, la prophylaxie avant exposure, avant l'exposition, toutes les études à la fois, vous avez des différences qui sont incroyablement significatives en faveur de l'hydroxychloroquine. Donc il y a réellement là une réflexion à avoir sur la puissance et l'influence absolument considérable des gens qui veulent, ce qui est leur métier, de vendre de nouvelles molécules, et notre incapacité à résister, et en mettant comme combattant de la résistance contre les essais thérapeutiques avec des molécules qui sont connues depuis des décennies et qui ne posent pas de problème, des gens qui ne sont pas au niveau scientifique, des gens qui jugent. Donc c'est un problème de fond, et c'est un problème qu'il faudra bien gérer un jour politiquement. Mais comment est-ce qu'on peut évaluer la recherche, la science? Oh, écoutez, il y a de multiples sources et elles sont toutes convergentes. Hein. Il y en a une que tout le monde peut regarder parce que c'est disponible, qui s'appelle PubMed. Vous pouvez mettre PubMed, vous pouvez marquer le nom des gens. D'accord ? Si vous voulez savoir qui fait quoi dans le Covid-19, vous mettez PubMed, Inde, France, Inde, Covid-19. Et vous regarderez. Et vous verrez que c'est nous qui publions le plus de très très loin dans ce pays. Les équipes qui ont publié le plus, c'est nous, ce sont les ORL. Les ORL sont extrêmement dynamiques et les réanimateurs. Alors, c'est les trois groupes, et nous, très loin devant. Si vous regardez, pour ceux qui ont accès dans les universités EasyWeb, vous trouverez la même chose avec les gens qui ont le plus publié et qui sont le plus cités de très très loin, c'est nous. Si ensuite vous voulez regarder les investigateurs, vous pouvez regarder Experscape, en regardant Transmissible Virus, où le Covid est qualifié sous le nom de SARS. Ça aussi, c'est accessible à tout le monde. Mettez le truc, mettez SARS. Vous regardez qui c'est qui publie dans le monde, et vous verrez bien les Français qui publient et qui sont classés là-dedans. Et puis, si vous voulez savoir quels sont les investigateurs, vous pouvez regarder Highly Cited Searcher, qui est fait par Clarivate. Il y a celui de 2020 qui vient de sortir. Vous regardez qui y est et qui n'y est pas. Il y a 150 Français, c'est vite vu. Hein. Et puis, si vous voulez regarder individuellement la puissance scientifique des uns et des autres, vous pourrez regarder Google Citation. Alors, il y a que ceux qui sont d'accord pour qu'on compte leurs citations, et vous regardez leur nombre de citations et leur H-factor. Et puis, tout ça, c'est congruent. Donc après, je sais bien que chaque journal va disséquer en disant « mais ça, c'est pas exactement parfait ». Vous savez, il y a 5 manières de le mesurer, elles disent toutes la même chose. Hein. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas casser les 5 thermomètres à la fois. C'est une manie, ça, quand on n'est pas bon, que de dire le thermomètre n'est pas bon. Enfin, quand vous voulez tous les thermomètres qui disent la même chose, à la fin, ça veut dire quelque chose. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. On sait très bien qui c'est qui fait de la science et qui c'est qui en parle sans la faire. Il y a des gens qui s'emparent de la science pour en faire un pouvoir qui est démesuré par rapport à leur capacité scientifique, et il faut arrêter. Merci beaucoup.